Bon, est-ce que pour autant c'est la fin de la fenêtre, la fin de cet alignement des planètes, la fin de cette récréation, comme on a intitulé cette partie de l'émission? Non, honnêtement, je ne crois pas. Et je crois que ces graphes montrent justement le contraire. Ce n'est pas la fin de la récréation, ce n'est pas la fin de l'alignement des planètes. Les planètes sont peut-être un petit peu moins alignées, l'alignement est un petit peu moins net, mais malgré tout, on voit bien que globalement, les conditions sont extrêmement favorables. Prenez les taux d'intérêt, on l'a vu, l'euro, en moyenne en 2014, l'euro était à 1,31, 1,32. Ouais. Il a quand même à 1,12. Le pétrole était en moyenne à plus de 100 dollars. Il est quand même à 65 dollars. Donc il reste bien Et inférieur. même les taux étaient bien au-delà des 1% qu'on a actuellement. Et les taux étaient à 1,70 en moyenne en 2014. Ils sont à 1%. Donc on pourrait le lire à contrario en se disant, voilà, c'est un retour à la normale peut-être. Oui, c'est vrai qu'on a aussi corrigé peut-être des excès. Par exemple, l'Allemagne empruntait à des taux négatifs, emprunte toujours à des taux négatifs, mais sur le 2 ans, par exemple, l'Allemagne empruntait un taux de moins 0,30%. C'est un taux qui est difficile à expliquer, en fait, même si l'Allemagne est une signature de très bonne qualité, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque à prêter sur l'Allemagne, sur aucun pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne ou d'autres, il n'y a jamais aucun risque. C'est moins 0,30, c'est moins que la BCE elle-même. L'Allemagne empruntait dans des conditions plus intéressantes que la BCE. Le taux de la BCE est de moins 0,2. Ça, c'est une aberration. Il faut avoir en tête aussi qu'on achète un scénario, une conviction. L'ingénieur financier qui est derrière, qui joue le rôle de gérant au moment où il lance le produit, il doit avoir une conviction. S'il n'a pas une conviction sur le comportement du sous-jacent, parce que ça aussi on a oublié de dire, il y a plusieurs sous-jacents possibles, actions, obligations, indices. Si le constructeur du produit n'a pas de conviction sur les marchés ou sur le sous-jacent, il n'y a pas de bon produit. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Vous avez un exemple en tête? Oui. Aujourd'hui, par exemple, il existe, nous en tout cas, on propose un produit de ce type-là qui a pour vocation d'aller sur le marché actions sur le secteur énergie. On n'est pas les seuls à penser qu'aujourd'hui, sur le secteur de l'énergie, il y a certainement un rattrapage à effectuer. Maintenant, on est quand même dans une période un petit peu d'incertitude. On vient de le voir avec Jonathan, avec les taux qui remontent. Et en fait, en achetant un tel produit, en investissant sur un tel produit, on capte d'une certaine manière le rendement de son épargne, mais en même temps, on s'achète une protection à la baisse si jamais les marchés venaient à s'effondrer. Mais on s'achète finalement un amortisseur à la hausse, mais on s'achète un rendement, et on s'achète un amortisseur à la baisse. Et finalement, c'est ça qui fait le produit à formule. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux bas. Ça, je vais le rappeler à personne, tout le monde le sait, tout est de plus en plus bas. Il y a même des pays qui sont rémunérés de manière négative. Et on assiste et l'immobilier est une classe d'actifs qui, sur le long terme, est quand même dominée par le marché des taux. Ça, clairement, c'est une classe d'actifs parce qu'on compare l'immobilier au marché de taux parce qu'il y a une certaine visibilité sur les revenus, une certaine récurrence. Combien ça rapporte l'immobilier de bureau? Et alors aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des rendements prime. Quand je dis prime, ça sert de base étalon. Ça ne veut pas dire que tous les immeubles sont en ce rendement-là, mais c'est le meilleur immeuble parisien de bureau. Il a un rendement proche de 4%. Alors, 4% dans un marché où il y a encore quelques jours... Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui, ça va un petit peu remonter, mais les taux à 10 ans étaient, il y a encore peut-être 2 semaines, à 0,50. Ça veut dire qu'il y a encore 2 semaines, on avait un marché de l'immobilier sur les immeubles, les mieux placés, dont les investisseurs rémunéraient presque 8 fois plus. Donc, et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on pense vraiment qu'un immeuble extrêmement bien placé dans Paris Intramuros, style un immeuble Place Vendôme, est 8 fois plus risqué qu'une OAT d'un pays européen? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, j'ai lu le chiffre récemment, 800 000 mètres carrés à Paris de bureaux inoccupés. Est-ce que ça, c'est pas une hypothèque aussi? Et 800 000 mètres carrés par rapport à quoi? En fait, 800 000 mètres carrés, quand on parle en chiffres, on dit 800 000 mètres carrés, c'est beaucoup. Oui, ça sent beaucoup. C'est-à-dire qu'une tour à la Défense, c'est 50 000 mètres carrés. Pour avoir d'un petit peu des ordres de grandeur. Hein. Et le marché parisien, c'est quelques tours quand même. Alors. Ouais, mais bon, sur Paris, c'est 15 millions de mètres carrés, Paris. Et Paris et Île-de-France, c'est 30 millions de mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on est sur ce qu'on appelle une vacance, exactement, de l'ordre de 5% sur Paris Intramuros, là où on est sur 8,5% en Île-de-France.